Quand Sinbad raconte ses voyages à ses invités, il commence toujours en disant « il y en a 7 ». En arrivant à ce moment de son histoire, au 6e voyage, je me doutais qu'il s'agissait de l'avant-dernier, mais je ne savais pas pourquoi il s'agissait de l'avant-dernier. Le 6e voyage de Sinbad commence comme les autres. Il est installé chez lui tranquillement jusqu'au moment où il veut à nouveau partir. Alors il prépare tout ce qu'il lui faut pour faire du commerce, il trouve un bon bateau avec 2 bons marins et 2 bons marchands pour faire son voyage, et se met en route. Malheureusement, on ne peut pas tout prévoir une fois sur la mer, et une horrible tempête a fait basculer le bateau, l'a renversé et l'a envoyé s'échouer contre des rochers. Les marins, les marchands, Sinbad, se retrouvent donc sur des côtes inhospitalières, avec très peu d'eau, très peu de nourriture, et très vite, ils s'en rendent compte, sans issue de secours. Les uns après les autres, les compagnons de Sinbad meurent. Et les uns après les autres, ils s'enterrent. Jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, Sinbad, qui n'a plus personne pour l'enterrer et se contente de creuser sa propre tombe. Mais la mort ne vient pas. Il a beau attendre, elle ne vient pas, alors il erre. Il erre dans cette étrange vallée, aux montagnes infranchissables, et il découvre un ruisseau au reflet étrange. L'eau arc-en-ciel, iridescente, attire son regard, et quand il s'approche du ruisseau, il voit dans son lit des pierres précieuses, de l'ambre encore liquide, des améthystes, des rubis, des émeraudes. Fasciné, malgré la faim, malgré la fatigue, malgré la mort qui l'attend, il suit le ruisseau, qui devient un fleuve et qui s'engouffre sous la montagne. Alors Sinbad, qui n'est pas connu pour laisser la mort venir, se construit un radeau. Il y entasse tout autour et dedans plusieurs paquets, des choses qu'il a récupérées chez ses amis, des choses qu'il a récupérées sur d'autres bateaux échoués, de jolies choses, des bijoux, des soieries. Et au fond du ruisseau, il ramasse tout ce qu'il peut d'émeraudes, de rubis, de diamants. Avec l'ambre, encore liquide, il fait en sorte que son petit radeau ne prenne pas l'eau, comme s'il s'agissait d'une simple résine. Et puis il décide de partir. Il monte dans son petit bateau et se laisse porter par le fleuve sous la montagne, en se disant que, tant qu'à mourir, autant essayer de réapparaître à l'air libre. Pendant des jours et des nuits et des jours et des nuits, Sinbad se laisse porter. À un moment, le plafond lui frôle la tête, alors il s'allonge au fond de son radeau, et à partir de là, il ne sait plus. Il ne sait plus combien de temps il a passé sous terre, et il s'endort. Quand il se réveille, il voit le ciel, il y a des gens autour de lui, on attendait qu'il s'éveille. L'un d'eux parle arabe, et quand il raconte son aventure, il la trouve merveilleuse. Bien évidemment, tous se mettent d'accord pour l'emmener voir leur roi, à qui il doit absolument raconter cet étrange voyage. Une fois devant le roi de ce pays, Sinbad raconte encore une fois. Il raconte ce voyage-là et les autres, et il parle de chez lui, car cette fois-ci, c'est l'aventure de trop. Il veut rentrer chez lui, il ne rêve que de Bagdad. Et à en parler en si grands termes, il pique la curiosité du roi, qui lui demande des nouvelles du calife de Bagdad,
lui demande comment il gouverne, et de ce que dit Sinbad, pense que c'est un homme très sage. Alors il le charge, quand il rentrera, de lui donner un cadeau. Sinbad promet. Et quand, quelques mois plus tard, des marchands de passage annoncent qu'ils retournent vers Bagdad, il embarque avec eux, chargé des cadeaux du roi. Une fois chez lui, il prend à peine le temps de poser ses affaires et demande une audience au calife. Le calife le reçoit, lui demande ce qui l'amène, alors Sinbad raconte. Il raconte son voyage et puis les autres. Il présente les cadeaux magnifiques du roi. Et le calife demande à Sinbad de lui servir d'ambassadeur, de messager, et de ramener au roi qu'il connaît déjà des cadeaux de Bagdad. Sinbad refuse d'abord. Il explique qu'après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il lui a raconté, il ne veut pas retourner en mer. Il ne veut plus que se reposer et profiter de ce qu'il a gagné, de ses amis, de sa famille. Mais le calife insiste. Alors Sinbad empaquette proprement tous les cadeaux du calife pour le roi, trouve un bateau avec de bons marins, de bons marchands. Cette fois-ci, il n'emmène rien à lui. Il se contente de faire le voyage et il rentrera aussitôt. Mais ce n'est pas ce qui a été décidé. Et pendant le trajet, ils se font attaquer par des pirates. Des pirates terribles, armés jusqu'aux dents, qui s'approchent du grand bateau dans de petites barques, escaladent la côte, les mâts, les voiles, et tuent tous ceux qui résistent. Alors Sinbad se laisse faire pour ne pas mourir, et il est vendu comme les autres, comme esclave. Lui, c'est un homme riche qui l'a acheté. Et cet homme riche lui demande qu'est-ce qu'il sait faire. Rien, répond Sinbad. Rien en tout cas qui pourrait vous aider. Je suis marchand, je ne connais que l'art du commerce. L'homme riche lui confie alors un arc, des flèches, et l'emmène à dos d'éléphant vers un très grand arbre. Il lui dit « Tu te posteras ici. Tous les jours, les éléphants viennent autour de cet arbre, et si tu arrives à en tuer un, viens me prévenir. » Sinbad s'installe dans les branches, prend son arc, ses flèches, et comme l'homme riche lui a dit, pendant la journée, les éléphants viennent autour de l'arbre. Il en atteint plusieurs, et il arrive même à en tuer un. Dès que les bêtes sont parties, il descend de l'arbre, court jusque chez son maître, et le prévient. « J'en ai tué un. » L'homme riche est ravi. Il remercie Sinbad, et récupère l'ivoire sur l'éléphant avant de l'enterrer. Le lendemain et les jours d'après, le manège continue. Sinbad reste dans son arbre, armé de flèches, et quand les éléphants viennent, il les vise, tire et tue. Et cela pourrait continuer longtemps, mais un jour, des éléphants plus grands que les autres arrivent. Parmi eux, il y a une éléphante particulièrement immense. Elle a l'air vieille de milliers d'années. Sinbad s'inquiète, surtout que les éléphants poussent pour la première fois sur l'arbre, l'enserrent de leurs trompes, tirent sur les branches basses pour l'en faire tomber. Il se tient comme il peut, mais les branches cassent, les racines sortent de terre et l'arbre bascule. Une fois par terre, Sinbad se met en boule et protège sa tête en se disant que peut-être les éléphants ne l'auront pas vu. Mais la grande éléphante l'attrape avec sa trompe, et lui qui s'attend à être broyé est surpris d'être déposé tout doucement sur son dos, juste derrière ses oreilles.
Elle se met en route et les autres éléphants la suivent. Elle transporte Sinbad ainsi, loin, très loin, jusqu'à un cimetière d'éléphants. Elle le fait descendre et Sinbad s'approche de tous les squelettes. Lui, qui a vu plusieurs éléphants morts et qui voit maintenant leur crâne, comprend qu'un jour les éléphants n'ont plus de dents. Ils savent alors qu'ils vont mourir et viennent ici. Les éléphants ont bien compris ce qu'ils cherchent en les tuant et ils lui offrent tout l'ivoire dont son maître pourrait rêver. Une fois les éléphants partis, Sinbad se met en route pour le chemin du retour. Il rentre chez son maître après une nuit de marche. Celui-ci l'accueille avec joie. Il était inquiet. Et Sinbad il lui raconte le cimetière d'éléphants et la quantité d'ivoire. « Pourrais-tu retrouver cet endroit ?» demande le maître. « Oui, répond Sinbad. Oui, je peux vous y emmener. » Et quand l'homme riche voit le cimetière d'éléphants, tout l'ivoire qui est à sa disposition, il décide de libérer Sinbad, de l'affranchir. Il l'aide même à trouver un bateau qui le ramènera vers Bagdad et paye pour son trajet. En route, pour la deuxième fois en si peu de temps, pour Bagdad, Sinbad espère que c'est terminé. Mais malheureusement, il est bien loin encore de chez lui. Et sur le chemin, le bateau sur lequel il est fait escale. Tout le monde descend et se presse pour arriver à la ville. Sinbad, qui ne comprend pas, reste en arrière et arrive juste après le coucher du soleil. 2 minutes après ses autres compagnons, juste assez pour que les portes lui soient fermées au nez. « Laissez-moi entrer, dit-il aux gardes. Mais les gardes répondent que non, qu'ici c'est la tradition, pendant la nuit, on ferme les portes, et aussi qu'il ferait mieux de trouver vite un refuge, car les lions ne sont pas loin. Sinbad aperçoit un petit oratoire, pas loin de la ville. Alors il y va vite avec sa mule, entre, ferme la porte et accroche la mule à la poignée. Pendant la nuit, il entend les lions rôder, il entend un lion s'approcher. Il sent que derrière la porte, il y a à manger. Alors il commence à gratter, tirer, et quand tirer ne fonctionne pas, il pousse sur la porte, pousse si fort que le verrou saute. Quand la porte s'ouvre, le lion se retrouve à l'intérieur et la mule, paniquée, sort. Comme elle est encore accrochée à la poignée, elle referme la porte, laissant le lion à l'intérieur avec Sinbad, terrorisé, dans un coin. Mais le lion ne l'a même pas vu. Il a bien senti la mule en revanche. La mule qui, dehors, tire si fort sur la porte que le lion qui tire de toutes ses griffes par l'intérieur n'arrive pas à la rouvrir. Et jusqu'au petit matin, il continue de se battre contre le panneau de bois, jusqu'à ce que les portes de la ville s'ouvrent à nouveau et qu'un homme se rende à l'oratoire. En voyant la mule accrochée à la porte, il râle. Qui accroche ainsi une si sale bête à un lieu saint? Il la décroche, la mule détale, et le lion qui tirait par en dessous sur la porte l'ouvre d'un grand coup. Il voit l'homme, le tue d'un coup de patte et s'en va, à la poursuite de la mule. Sinbad, à l'intérieur,
est presque mort de peur. Les autres hommes, qui suivaient le premier, le ramènent à la ville, le soignent, lui donnent à manger, à boire, et loue sa chance. Il retrouve ses compagnons, il rentre à Bagdad. Et cette fois-ci, il se promet de ne plus jamais repartir. Il fait don d'une partie de sa richesse aux pauvres, le reste il le garde pour lui, pour sa famille, pour ses amis. Il passe du bon temps, dans de bons vêtements, à manger de bonnes choses. Mais ce n'est pas son dernier voyage. Le dernier, le 7e, je vous le raconterai la prochaine fois.